listen. Oh, we're riding high, wild and free, dancing in the shadows, you and me. Feel the heat rise like a fever pitch. One of these days I'll flick the switch. Got that rhythm when the sparks will glow. Time moves fast and we need to go slow down to sink again. Listen. Bonjour à tous, bienvenue cet après-midi pour la première des 3 conférences de ce Multimodal Day. Et bienvenue à tous les 4 qui, dans un instant, inaugureront donc cet après-midi d'échange sur le report modal notamment. Alors, pendant 45 minutes, nous essaierons de répondre à la question qui est posée. Le report modal est-il toujours une voie d'avenir pour la décarbonation du transport de marchandises avec la vision des chargeurs? Alors, vous êtes 4 à plancher sur ce thème. Valérie Cornet, qui est déléguée au transport terrestre de l'AUTF. Bonjour Valérie. Bonjour. Arnaud Desmonts, qui est responsable des projets stratégiques à ArcelorMittal et qui est un habitué de ces tribunes. Bonjour Arnaud. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Inde Lagman, qui est associé à Eurogroup Consulting et qui va dans un instant nous parler du baromètre, qui va être un peu le fil rouge aussi de cette conférence, ce fameux baromètre qui tous les ans rythme la SITL. Et puis à ma gauche, Pascal Mu, qui est directeur des opérations logistiques de BSH Électroménager. Bonjour Gilles, Arnaud et bonjour Pascal. Tout à l'heure, on précisera un peu quelles sont vos activités, mais je voudrais commencer avec vous, Inde, quelques mots sur ce baromètre auquel je crois que vous êtes toutes et tous habitués. Cette année, il y a un petit changement, il sera publié un peu après le salon, mais déjà, il y a quelques tendances. Un peu de rappel sur ce baromètre? Oui. Bonjour à tous. Donc effectivement, avec l'AUTF et Eurogroup Consulting, on publie tous les ans un baromètre de perception des chargeurs sur les différents modes de transport. Donc ça couvre à la fois le ferroviaire, le fluvial, le maritime et le routier. Donc cette année encore, nous avons un certain nombre de conclusions à vous partager. À noter que comme on a pu interroger les chargeurs sur l'ensemble des modes, notamment sur les enjeux, sur les conjonctures, sur les critères qui favorisent le report modal, on a des visions aussi sur à la fois les utilisateurs du ferroviaire et du fluvial, mais aussi ceux qui ne le sont pas. Donc ça peut être intéressant à partager. Alors, est-ce que la décarbonation reste un axe majeur de la politique des entreprises? On voit que dans le débat national, dans le débat politique, il y a eu tendance un peu à passer, je ne sais pas, au 2e ou au 3e plan, parce qu'il y a tellement d'actualités, de priorités en ce moment que ça a eu tendance un peu à passer, à être moins considéré. Est-ce que, du point de vue des entreprises, c'est pareil ou non? Alors, d'un point de vue décarbonation, les chargeurs restent engagés et sont prêts à faire du report modal pour décarboner. Mais pour autant, on voit bien qu'ils nous remontent qu'ils sont face à des situations économiques qui sont difficiles. Donc, les choix de performance opérationnelle, les choix sur les coûts priment aujourd'hui. Les questions de décarbonation donc restent un engagement, mais dans un monde difficile, dans un contexte changeant qui implique de faire face à des crises régulières, qu'elles soient sur de la cybersécurité, sur de la géopolitique. Donc la volonté ne suffit plus. Maintenant, il faut que la réalité économique et opérationnelle suive. Alors, on va arriver dans quelques instants justement sur ces éléments de performance, de compétitivité, mais je voudrais demander tout de suite à Arnaud et à Pascal, dans la hiérarchie de vos priorités, de vos entreprises, est-ce que ce que dit Inde à l'instant se vérifie? Arnaud? Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, dans le choix du mode de transport que l'on a, on va chercher à avoir le meilleur compromis en termes de services, de coûts, et idéalement le moindre impact en termes d'émissions de CO2. Néanmoins, effectivement, ça vient plutôt en 3e critère qu'en 1er. Pascal? Oui, pour nous, c'est exactement la même chose. Je suis désolé pour ma voix, ça tombe mal. C'est exactement la même chose. C'est d'abord un critère opérationnel et en même temps, presque à égalité, un critère de coût.
La cerise sur le gâteau, bien sûr, c'est la RSE. C'est plutôt le réglementaire qui nous incite. Mais aujourd'hui, c'est quand même plus la compétitivité par rapport à nos produits, par rapport à la concurrence. Valérie, si la UTF regarde un peu tous les enjeux, compétitivité, performance, résilience, décarbonation, comment tout ça, ça match? Effectivement, je confirme. On pose des questions précises à ce sujet dans le baromètre. Donc, la maîtrise des coûts, l'amélioration de la qualité de service, vraiment, c'est les deux premiers drivers. Et puis, résilience et RSE, c'est à peu près au même niveau. Ce qu'on peut noter, en revanche, c'est que effectivement, le côté performance opérationnelle du transport, c'est attendu sur tous les modes et c'est un prérequis, en fait. C'est pas un critère de choix. On ne peut pas se permettre d'être en danger en termes de compétitivité vis-à-vis des concurrents sur les aspects à la fois économiques et de qualité de service. Et notamment, il y a un critère qui est éventuellement de proposer des services différenciants à ses clients au travers du transport. On voit qu'il est assez loin derrière. Donc c'est vraiment des postes dans les entreprises qui sont vécus comme le transport, ça doit fonctionner, ça doit être performant. C'est pas trop un sujet de valeur ajoutée pour le client. Alors c'est pas forcément notre avis à tous. Mais donc voilà, il y a ça qui est vraiment très marquant. Et si on parle de compétitivité, elle est assez clivante. Le sujet de la compétitivité sur les modes massifiés, ça dépend beaucoup du positionnement géographique, de la nature des flux. Est-ce que c'est plus ou moins massifiable? Est-ce qu'on est proche des infrastructures, oui ou non? Et sur le ferroviaire, si je donne juste quelques chiffres, la réponse à la question de la compétitivité du ferroviaire par rapport au mode routier, on a posé précisément cette question-là. On a 43% des répondants qui nous disent elle est plutôt insuffisante, 43% qui nous disent le transport ferroviaire est compétitif. Donc c'est vraiment moitié-moitié. Sur le fluvial, on voit que les utilisateurs sont un peu plus convaincus par la compétitivité vraiment économique du mode. C'est 55% des répondants qui en sont satisfaits et 28 qui disent que c'est encore insuffisant. Donc on voit que c'est vraiment partagé. C'est pas si mal, on aurait pu s'attendre peut-être d'une certaine façon à pire. Alors, on a deux chargeurs aujourd'hui qui sont parfaitement, j'allais dire, complémentaires, enfin, les activités sont très différentes. Arnaud Desmonts à Arcelor, et maîtrise ses propres outils de production avec, je crois, 2000 wagons qu'il possède, c'est ça? Un petit peu plus, 5000. 5000, oui. J'étais bien en dessous. 5000 wagons et puis des matériels... il n'y a pas de juste à temps au sens de ce que connaît Pascal Mu à BSH, puisque lui, il n'a quasiment plus d'entrepôt. Donc on voit que c'est des trafics très différents. Pascal Mu a beaucoup de partenaires pour mettre en place ces flux logistiques. Arcelor est davantage maître de ces chaînes. Si on commence par cet aspect compétitivité, Arnaud, votre avis sur cette question en ce moment du rail par rapport et de la voie d'eau. Alors la voie d'eau, je crois qu'Arcelor, c'est très mineur. Ouais, en tout cas du rail et du combiné par rapport à la route. Ouais, je vais évacuer tout de suite la partie fluviale. Ça représente à peine 4% de nos expéditions, donc c'est effectivement très marginal. Et c'est principalement non pas dû à la compétitivité du fluvial, mais bien à la typologie des produits qu'on transporte, qui sont pas aisément chargeables dans des barges. Mais si je fais un petit focus sur la partie ferroviaire, principalement donc côté ArcelorMittal, on utilise tous les types de modes de production, le train complet, le wagon isolé. On est parmi le premier ou parmi les premiers clients des entreprises ferroviaires en Europe. Donc effectivement, on a intégré dans nos chaînes logistiques le mode ferroviaire comme étant un mode vraiment critique, en particulier pour l'alimentation de nos flux intersites. Pour faire simple, nos modes de production, on a des usines amont qui sont basées en bord maritime, Dunkerque, Fos pour le périmètre français, et qui alimentent une dizaine de sites industriels ensuite qui sont positionnés un petit peu partout en France. Et donc le mode de transport privilégié, là, c'est 100% de trains complets. On opère, par exemple, l'un des trains les plus lourds de fret en France, des trains de 4200 tonnes sur l'artère nord-est entre Dunkerque et Florange, à raison de 2 voire 3 trains jour. Ça vous donne un petit peu un ordre de grandeur.
Et ensuite, effectivement, quand il s'agit de livrer nos clients, on utilise principalement cette fois-ci du wagon isolé pour pouvoir effectivement desservir les clients qui sont encore embranchés ferroviaires. Et je dis bien encore parce que c'est effectivement pour nous un point critique, c'est le maillage du réseau français avec nos clients, le maintien des lignes capillaires pour pouvoir alimenter nos clients qui peuvent être dispersés un peu partout en France. Et de ce point de vue-là, la compétitivité du ferroviaire? L'énorme avantage pour nous du ferroviaire, c'est que dans un wagon, c'est l'équivalent de 3 camions. Donc vous imaginez bien que pour nous, nos sites industriels ont été construits il y a quelques années maintenant, et donc ont été clairement orientés pour des expéditions en mode ferroviaire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on utilise quasiment à 100% de nos capacités de chargement camion. Par contre, on a toujours de la capacité de transport ferroviaire. Donc tout ce qui va nous permettre de pouvoir utiliser plus le ferroviaire, ça passe par des clients branchés ferroviaires, mais ça passe aussi par des réseaux de plateformes où on peut envoyer des trains complets ou des wagons isolés qui sont ensuite transbordés pour le dernier kilomètre en livraison vers nos clients par camion cette fois. Donc vous avez besoin que le réseau soit vraiment maintenu et performant parce que potentiellement c'est très compétitif de le faire par rail. Oui, et un point qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour nos clients quand même, maintenir un embranchement ou une installation terminale embranchée, c'est un coût important. Ça a un coût non seulement physique de maintien de l'infrastructure, mais aussi un coût en termes humains. C'est-à-dire qu'il faut du personnel compétent pour pouvoir gérer du ferroviaire. Et ça, c'est aussi un volet sur lequel, je pense, on n'insiste pas suffisamment sur le fait de pouvoir développer et maintenir au moins cette activité. On va y revenir effectivement dans un instant. Pascal, BSH, ce sont des marchandises bien plus légères que les matériaux d'Arcelor. Mais pour beaucoup aussi en acier quand même. Mais il y a de l'acier, mais les unités sont quand même beaucoup plus légères. C'est beaucoup de juste à temps. Est-ce que le ferroviaire, le combiné sont compétitifs de ce point de vue-là? Oui, en fait, tout comme Arnaud, nous on a les mêmes critères de productivité par rapport à la route. Pour faire simple, en approvisionnement, par exemple, un camion de lave-vaisselle, c'est 190 machines. Un wagon, c'est 320, 330. Donc, il y a des économies, en fait, sur toute la chaîne, sur le transport, mais pas que, sur la partie logistique, où au lieu de recevoir 2 camions, vous allez faire travailler 2 équipes. Là, vous ne faites travailler qu'une équipe et c'est massifié. Donc, c'est beaucoup plus simple à stocker que nos chariots à pince après. Donc, en fait, il faut voir toute la chaîne de valeur, pas que le transport. Il y a toute l'organisation logistique qui va avec. Par contre, c'est vrai, je rejoins Arnaud, là, c'est vraiment un mode de transport qui demande de l'expertise en interne. Il n'y a pas toujours ça. Et, je dois dire, c'est assez amusant quand même, parce qu'il parlait du réseau capillaire. On a une relation client-fournisseur en plus avec ArcelorMittal, puisque tout le métal de une partie en tout cas, du métal de nos machines à laver, réfrigérateurs ou fours, proviennent de chez ArcelorMittal. Et nos sites sont aussi embranchés en Allemagne, en Turquie, en Pologne. Donc il y a une complémentarité en fait. Donc il y a une grande chaîne. C'est ça qui est intéressant. Et ce qui est aussi intéressant dans le report modal, alors nous, on a sur la partie approvisionnement bien sûr du fluvial, qui est en fait la partie finale du transport maritime. Voilà, donc on utilise beaucoup le fluvial, ce qui est intéressant pour nous, et on utilise le ferroviaire également pour les approvisionnements. Par contre, pour nos livraisons, on a du transport combiné rail-route. On a la moitié à peu près de nos volumes qui sont faits en transport combiné rail-route. Donc ce qui est quand même c'est beaucoup, relativement important. 50%. Oui, pourquoi? Parce que ça nous permet aussi de... En fait, on a divisé la France en 2. Notre entrepôt est situé à Tournan-en-Brie. Et en dessous d'une ligne sud, en fait, qui va de Monaco jusqu'à Bordeaux, enfin ça remonte un peu plus haut, on utilise le combiné. Pourquoi? Parce que la nuit, on reçoit nos trains, on rentre les produits, on travaille la nuit, et le lendemain matin, on fait l'acquisition des commandes, on a déjà les produits qui sont disponibles et qui sont déjà alloués la plupart du temps aux commandes de nos clients. Donc on est vraiment dans du juste à temps,
Et c'est peut-être la différence entre nous, par exemple, et Arcelor dans l'industrie pure, c'est qu'en distribution, on est de plus en plus en juste à temps. Et ce que je trouve intéressant dans notre conception, ce qu'on a monté sur la partie combinée rail-route, c'est que les produits, ils partent le jour A et ils sont livrés le jour A. Par la route, c'est impossible. Voilà, donc ça nous a permis aussi, nous, de réduire nos cut-offs avec nos clients dans l'acquisition de commandes. Donc c'est une stratégie globale. Et il n'y a pas trop de variations saisonnières qui pourraient Bien sûr, affecter le système, si? Si, bien sûr, comme dans tous les modes. Et puis dans le commerce, aujourd'hui, on est de plus en plus... on est moins sur des commandes qui sont programmées. Il y a de plus en plus d'opérations commerciales, ce qui est encore plus complexe aujourd'hui. Donc on voit bien que ça fonctionne. Par contre, le ticket d'entrée est assez élevé et il faut de la compétence aussi en interne et une organisation robuste déjà. C'est ça. Pour faire face aux aléas et aux variations du marché de l'électroménager. Hein. Tout à fait. Alors, on vient d'aborder un peu la compétitivité. D'une certaine façon, vous nous dites que potentiellement, c'est un mode qui est très compétitif pour deux raisons différentes. Hein. Arnaud, parce que ça permet d'irriguer vraiment au plus près des usines de vos clients, et Pascal, parce que ça va vite, en fait, hein, en livraison, et puis en approvisionnement, vous avez aussi expliqué pourquoi. Maintenant, qualité de service, Int, qu'est-ce que disent globalement ceux et celles que vous avez interrogés sur la qualité de service? Alors sur la qualité de service, effectivement, on interroge les chargeurs sur différents critères qui vont de la réactivité, la gestion des aléas, traitement des litiges, etc. Et donc ce qu'on retient pour cette année, c'est que pour la partie ferroviaire, on a des notes qui s'échelonnent de 3,3 sur 6 à 3,5. Donc on est tout juste au-dessus de la moyenne en termes de qualité de service. Si on compare à la route qui est plus proche des 4, on est à 3,9. Donc on voit que déjà, on peut faire une petite comparaison par rapport au routier. Si on regarde mode par mode sur le ferroviaire aujourd'hui, ce qui est considéré comme un point fort, c'est plutôt la relation client, donc la relation avec les transporteurs. Ce qui, pour le coup, cette année est remonté en termes de points faibles, c'est plutôt des sujets autour de la gestion des aléas, que ce soit avant le chargement ou après, ou pendant le transport. Donc ça, je pense que c'est des points qui sont intéressants pour le ferroviaire. Pour le fluvial, donc là, on voit que le volet qualité de service, dans les points forts, on fait remonter la fiabilité. La fiabilité du mode, donc le respect des délais, la gestion des aléas qui est plutôt saluée. Et pour ces deux modes, je pense que ce qu'on peut retenir, même pour le routier, il y a 2 points qui reviennent comme un critère d'insatisfaction. C'est tout ce qui est traçabilité. Donc il y a un vrai sujet et qui traduisent du coup pour les chargeurs une vraie attente. Et le deuxième, c'est sur la partie... Innovation peut-être ? Innovation, merci. L'innovation, donc derrière innovation, on peut mettre plusieurs items, évidemment, que ce soit la digitalisation ou autre, mais qui sont, et depuis plusieurs années, en fait, ces points-là reviennent dans les baromètres comme un vrai sujet d'insatisfaction et d'attente. Merci. Alors, vous êtes peut-être nombreux dans la salle à vous poser la question, est-ce que je migre vers le ferroviaire, vers du combiné, etc. Arnaud, de ce point de vue-là, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Ça s'améliore, on peut mieux faire. Quand on a préparé cette table ronde, vous me disiez que vous aviez résolu le problème de la traçabilité en équipant vous-même vos wagons de capteurs. Oui, tout à fait. C'est le choix qu'on a fait de faire en sorte d'avoir une flotte de wagons privés qui soient équipés de GPS, qui nous permettent de les suivre. On a développé des petits algorithmes nous permettant, sur la base de l'historique des transports, d'évaluer la position du wagon par rapport à son acheminement théorique.
et de pouvoir finalement initier des alertes pour pouvoir aller voir nos transporteurs ferroviaires préférés et leur demander des comptes. Idem sur la construction de corridors, le fait d'avoir un historique des positions GPS où on a les routes finalement empruntées par les wagons, et à partir du moment où ils commencent à dériver de ces routes-là, on a un système d'alerte nous permettant de pouvoir de même reposer des questions pour essayer de situer où est réellement le wagon. Donc oui, mais c'est effectivement un investissement que l'on a fait par nous-mêmes, à la fois en termes de souhait d'équiper les wagons et d'autre part de se doter des outils nous permettant de pouvoir analyser ces alertes. Mais je rejoindrai aussi quand même un point, je pense que le monde ferroviaire est vraiment dans les balbutiements de l'innovation. Je ne parle pas de la construction réellement des wagons, même si grâce aux aciers ArcelorMittal, allez hop, je fais un peu de pub, on peut effectivement construire des wagons plus performants, plus légers et donc à terme permettant des plus grandes capacités d'emport. Mais on a aussi des nouveaux systèmes qui commencent à voir le jour, qui commencent à être homologués. Par exemple, le système de génération d'électricité sur les essieux qui permettent de fait de pouvoir équiper dorénavant les wagons de capteurs. Et ça, aujourd'hui, c'est une voie qu'on n'exploite pas encore assez et sur lesquelles il y a effectivement du potentiel. Donc voilà, quelques exemples d'innovation quand même sur le ferroviaire. Et IN signalait à l'instant que la relation client était satisfaisante, que la ponctualité s'améliorait. Alors, la ponctualité en intra-pays, oui. Reste toujours le point délicat, et je pense que le baromètre devrait le mettre probablement en évidence, c'est effectivement dès qu'on passe une frontière, ça reste toujours un point compliqué. Même quand on arrive à travailler avec des transporteurs qui vous font une traction normalement de bout en bout, on se rend compte que passer une frontière, ça reste toujours quand même un point d'aléa. Pascal, votre appréciation sur cette question de qualité de service ? Alors pour ma part, je dirais, vu que on a la chance de faire les 3 modes, sur le fluvial, pas de souci, pas de problème particulier, plutôt une très bonne prestation. Sur le combiné rail-route aussi, c'est bien maîtrisé maintenant avec notre prestataire. En plus, c'est assez particulier parce que on fait des tournées de livraison avec des caisses régionales, donc c'est assez complexe. On a rajouté de la route sur le ferroviaire, donc on a les inconvénients, je dirais presque des deux, mais ça se passe plutôt bien. Par contre, sur la partie ferroviaire pure, on a effectivement des problèmes, nous, puisque nos produits viennent d'où ? D'Allemagne, Turquie, bientôt de Pologne. Avec la Turquie, on a la complexité maintenant des nouveaux process avec les douanes, et on voit bien que la traçabilité n'est pas là. Donc ça nous amène d'autres problématiques qui sont aussi réglementaires avec les douanes. Voilà, donc ça c'est assez complexe. Et puis je dirais le ferroviaire, nous, notre idée, c'est vraiment de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, d'utiliser le plus de modes possible. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe avec les news, tout le monde est au même niveau. On a le prix du pétrole qui augmente, donc le pied de facture gazole, ça reste une crispation avec nos transporteurs. Et aujourd'hui, l'équilibre, il va aller vers le ferroviaire. Par contre, effectivement, il y a moins on n'a pas de suivi de wagons, nous, par exemple, très peu. Donc ça se fait, en fait, à chaque traversée de pays, on sait où sont les wagons. Mais entre deux, non. Donc c'est assez problématique quand même. IN signalait tout à l'heure que peut-être le manque de réactivité du mode ferroviaire pouvait être un problème. On verra dans les 2 prochaines séances de cet après-midi que Réseau s'organise davantage en mode projet pour essayer de mieux correspondre au monde économique tel qu'il évolue déjà depuis quelques temps. Est-ce que vous seriez tenté, avec la crise actuelle du pétrole, de demander plus de ferroviaires l'un et l'autre, et est-ce que vous pensez que le système pourrait répondre à vos sollicitations ? Très clairement, nous, c'est déjà, effectivement, on a une embellie là, sur cette fin de premier trimestre et puis sur la fin d'année 2026 de ce qu'on peut attendre. Et effectivement, on sollicite plus particulièrement nos transporteurs ferroviaires. Comme je vous le disais tout à l'heure, nos usines sont principalement orientées pour faire du chargement ferroviaire.
j'ai à peu près saturé les capacités de chargement camion. Donc la seule manière d'absorber cette activité supplémentaire, c'est du ferroviaire. Et bon, pour le moment, les discussions qu'on a avec nos transporteurs nous laissent penser qu'ils vont être en mesure de suivre, mais bon, il va falloir le démontrer réellement. Pascal, dans les arbitrages sur les livraisons entre camions et combinés, est-ce que c'est possible de les faire varier, ces arbitrages? En tout cas, pour BSH, oui, c'est le cas. Alors, on n'est pas dans du pondéreux comme Arnaud. C'est vraiment des produits grand public, donc c'est un peu autre chose. Mais oui, on utilise un peu plus le report modal pour des raisons économiques. Donc, on a un levier économique important. Par contre, ce qui est un peu inquiétant, c'est que ça fonctionne bien, mais c'est la disponibilité et les moyens aujourd'hui. Fluvial est saturé, le ferroviaire est saturé, et le combiné aussi. Donc, c'est problématique pour faire mieux. Enfin, je pense qu'Arnaud, ça doit être la même chose. Ouais, je vais ajouter, effectivement, hein, si on veut faire mieux, il faut mieux utiliser les moyens qui sont déjà existants. Je vais prendre juste un exemple. Un camion, aujourd'hui, ça fait à peu près l'équivalent, en termes d'exploitation, ça circule à 25 km/h, à peu près. Hein. Si vous prenez un wagon isolé, se déplace à 3 à 4 km/h. Donc vous voyez qu'on a un gisement phénoménal en termes de délai de transport. Si on arrive à améliorer, et ça fait depuis maintenant quelques années qu'on travaille avec notre transporteur ferroviaire préféré, SNCF Réseau aussi, sur comment on fait pour arriver à améliorer la rapidité, les délais de transport de nos wagons à charge et aussi à vide. Pour pouvoir faire un transport à charge, il faut un wagon vide. Voilà, c'est de la palissade, mais... Il vaut mieux la dire. Valérie, au point où nous en sommes, imaginons que tout le monde ou presque est convaincu que le report modal est une bonne chose, qu'il est potentiellement compétitif, avec une bonne qualité de service. Qu'est-ce que ça nécessite un passage au combiné et au ferroviaire, au fluvial, en termes de transformation pour un chargeur? Alors, on l'a vu, c'est quand même relativement lourd comme transformation. Effectivement, on a des gens là qui sont aguerris à ces modes-là, qui nous disent ça demande des ressources financières, des ressources humaines à maintenir dans le temps. Et ce qu'on voit aussi au travers du baromètre, c'est que on a cherché à voir comment les chargeurs, ceux qui utilisent déjà ces modes-là ou ceux qui ne les utilisent pas encore, quelle appréciation ils portent sur l'offre de transport disponible. Parce qu'elle disait que les modes sont un peu saturés, qu'il faut gagner en productivité pour arriver à optimiser. On l'a vu sur les utilisateurs, que ce soit en ferroviaire ou en fluvial, l'appréciation elle est quand même mitigée. On a parlé de compétitivité, de qualité de service. Sur le fluvial, ce qui manque sans doute un peu, c'est l'offre à développer, mais aussi en particulier sur les hinterlands portuaires, où on sait qu'il y a un gisement. Et il y a 2 chiffres qui m'ont frappé dans le baromètre. C'est quand on pose la question donc aux non-utilisateurs de ces modes-là, est-ce que l'offre actuelle, elle répond à vos besoins? Alors on a 31% des répondants qui ont dit en rail-route, ça pourrait répondre en partie ou totalement à notre besoin. Et pourtant, ce sont des gens qui ne font pas de report modal, enfin qui n'utilisent pas le rail-route actuellement. Donc, premier élément de réponse à votre question, c'est ceux-là, il faut aller les chercher, il faut aller leur expliquer, leur faire des propositions commerciales. Et sur le fluvial, le panorama est un petit peu différent. Je l'ai dit tout à l'heure, les utilisateurs sont très satisfaits en matière de fiabilité, de compétitivité coût vraiment du fluvial. Quand on questionne ceux qui n'utilisent pas le fluvial, et en particulier sur les hinterlands portuaires, comme je le disais, est-ce que l'offre, elle pourrait répondre à vos besoins? 40% nous disent « je ne sais pas ». Donc ils ne se sont même pas posé la question, en fait. Le transport fluvial est encore beaucoup trop invisible. Int, quels sont les leviers? Après, on va en demander à Arnaud et à Pascal s'ils ont des conseils à adresser à leurs collègues, mais quels sont les leviers pour le report modal concrètement à activer? Aujourd'hui, dans les critères qui apparaissent comme étant indispensables pour un chargeur pour justement faire du report modal ou ne serait-ce que maintenir les flux qu'il a aujourd'hui en ferroviaire et en fluvial, c'est avant tout la performance des infrastructures. C'est-à-dire qu'on nous remonte que effectivement, ça reste, il nous faut des capacités d'un point de vue infrastructure, que ce soit géographiquement aussi réparti correctement, qu'on ait les bons capillaires, les bonnes plateformes multimodales, etc. Donc ça, c'est le critère
numéro 1 qui revient, et notamment pour le ferroviaire. Et le deuxième, on en parlait, c'est l'amélioration de l'offre, c'est-à-dire c'est la fiabilité sur l'offre, qu'on ait de la visibilité de l'offre et de la capacité sur l'offre. Et le troisième, qui est intéressant et nouveau un peu cette année, c'est la politique de l'État et les incitations qu'un chargeur pourrait avoir pour justement basculer un flux sur du ferroviaire et du fluvial. Donc c'est ce triptyque, ce trio de tête est plutôt intéressant. Donc infrastructure, offre, puis incitation de l'État. Qu'est-ce que vous auriez à adresser comme conseil? Est-ce qu'il faut se doter en interne d'une organisation pour aller chercher de la subvention? Parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Est-ce que c'est des compétences très fortes pour être de bons interlocuteurs de vos partenaires? Arnaud? Alors, je vais vous faire une réponse en reprenant une casquette, parce que je suis aussi membre de la UTF et du conseil d'administration. C'est que la UTF, donc l'association des utilisateurs de transport de fret, peut aider et propose effectivement un support pour pouvoir aider au développement de ce report modal. Dans le cadre des commissions ferroviaires animées par Valérie en particulier, on peut présenter, il existe des dispositifs existants tels que Remove ou comme ça, où on peut effectivement aider des chargeurs à passer le pas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui il existe déjà des dispositifs. La UTF peut être un vecteur pour aider effectivement à la connaissance et puis à échanger les compétences. La UTF, dans la commission ferroviaire, on regroupe les chargeurs qui font du ferroviaire et qui sont plutôt enclins à aider des nouveaux arrivants. Tout à l'heure, j'étais sur le stand de la UTF. Une personne d'Eramet cherche à développer le transport ferroviaire. Voilà, on a commencé à échanger sur quelles bonnes pratiques, comment on peut faire, comment on peut les aider pour effectivement sauter le pas. Parce que finalement, les études, on en fait beaucoup, mais il y a un moment ou un autre, il faut se jeter à l'eau. Et sur le ferroviaire, c'est vrai que le problème, c'est le niveau du ticket d'entrée. Néanmoins, il existe des dispositifs qui peuvent aider à amoindrir la marche ou réduire la hauteur de la marche. Valérie? Je voulais réagir là-dessus parce que ce qu'on voit clairement, c'est que ces modes-là, c'est encore beaucoup trop une affaire de spécialistes en fait. En interne dans les entreprises, chez les opérateurs, les chargeurs travaillent principalement soit avec des entreprises ferroviaires, avec des commissionnaires spécialisés. En fluvial, c'est encore plus marqué, hein, c'est vraiment les commissionnaires spécialisés en fluvial. Les commissionnaires généralistes sont beaucoup moins présents. Et là, c'est vrai que pour aller chercher tous ceux qui ne connaissent pas ces modes et qui n'ont pas forcément la ressource en interne pour monter en compétence, justement, évidemment, je ne peux que vous inciter à venir partager au sein de la UTF, mais simplement pour dire que c'est l'ensemble de l'écosystème qui doit se mobiliser aussi pour acculturer un peu tout le monde et monter des projets concrets. Pascal? Alors, moi, j'ai un peu une autre vision. Bien sûr qu'économiquement, c'est ça, on vit la même chose. Par contre, le fluvial et le combiné rail-route, il n'y a pas besoin de connaissances particulières et d'investissement surtout. C'est rapide à mettre en œuvre. Sur le ferroviaire, là, je peux parler du cas de BSH. On a un entrepôt avec ce qu'on appelle une ITE, donc des voies privées, pour rejoindre le réseau public. Et nous, on a 1,5 km de voies, plus ce qu'on appelle un faisceau, une gare. Donc, investissement global, c'est pas du tout la même chose que pour faire du combiné rail-route ou du fluvial. Là, le ticket d'entrée est quand même relativement élevé. Donc, il faut penser à la source, votre supply chain. Vous ne pouvez pas dire, tiens, j'ai envie de passer au ferroviaire. C'est trop tard. Ça se fait très en amont. Encore plus pour nous, en distribution. Un entrepôt embranché, il n'y en a pas tant que ça. Donc vous avez plus de problèmes en approvisionnement qu'en expédition, ou là, exact. Le transport combiné vous semble plus souple, c'est ça que vous dites? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, il y a des alternatives. Une caisse mobile qui reste coincée, on peut toujours venir l'enlever, la mettre sur un camion et les livrer. Un train qui reste coincé sur des voies, elle reste coincée sur les voies jusqu'à ce que ça soit débloqué. C'est la même chose pour le fret voyageurs et de marchandises. On vit la même chose. Mais d'un point de vue investissement et entretien, c'est important. Je vais juste citer pour nous, mais donc nous, l'investissement, il y a plus de 30 ans déjà. Voilà, puis ça fait 50 ans qu'on fait du ferroviaire chez BSH, donc il y a un savoir-faire. Mais juste l'entretien de nos voies et de la gare, c'est 200 000 € par an. Il faut entretenir les voies, il faut désherber, il faut faire en sorte que
toute la partie sécurité est toujours bien là. Donc tout ça, ça a un coût et il faut plus de savoir. Je dirais que c'est plus complexe, de mon point de vue. Mais on ne vit pas la même chose apparemment. Mais manifestement, vous n'avez pas eu de problème l'un et l'autre pour avoir des compétences, pour trouver des compétences pour développer ces trafics. Il y a une partie effectivement de compétences que l'on a en interne et puis on fait sur un mode de fonctionnement sous la forme de tutorat pour effectivement garder ces compétences. Il y a aussi, comme le précisait Pascal, des formations réglementaires qu'un certain nombre de nos opérateurs doivent suivre pour pouvoir être habilités effectivement à gérer un certain nombre d'opérations ferroviaires. Donc ça aussi, ça ajoute un petit peu de complexité à sa gestion au quotidien. Il n'y a pas que des compétences purement internes, il y a aussi des compétences qui doivent être validées avec des certifications. Int, je crois que le baromètre s'est chargé de demander aux chargeurs, dans leur globalité, quels étaient les 2 ou 3 game changers, pour prendre une expression à la mode, pour le report modal. Qu'est-ce que ça donne? Alors, sans surprise, ou peut-être surprenant pour certains, le premier critère qui leur ferait envisager un report modal, c'est le coût du carbone, donc, qui arrive vraiment en tout premier et assez loin devant les autres. Le deuxième, c'est des leviers internes, c'est-à-dire le fait de choisir de faire du report modal, c'est le fait de massifier ces flux. Et arrive en dernier tous les critères autour qui auraient potentiellement un impact sur le client. C'est-à-dire qu'on va privilégier plutôt des incitations qui viendraient, donc les incitations économiques ou le fait de travailler avec des transporteurs qui font évoluer leur offre, plutôt que de modifier sa politique de stock, par exemple, ou d'impacter sur la fréquence des livraisons vis-à-vis d'un client. Donc les game changers, ils sont plutôt vus de l'extérieur, entre guillemets. Donc à la fois une incitation purement économique à ce que le coût du carbone pour le ferroviaire et le fluvial soit compétitif, on en revient à nos sujets de compétitivité, que l'offre soit au rendez-vous. Par contre, la transformation en interne, c'est déjà suffisamment compliqué en fait de garder ces flux. Pascal, Arnaud, qu'est-ce que vous attendez de l'État, des collectivités publiques, du point de vue des aides à accélérer ou à développer le report modal? Je dirais, pour ma part, c'est plutôt une cohérence dans les investissements et dans la communication puis dans les actes, puisque c'est difficile d'y voir clair aujourd'hui. Ça change tellement qu'on ne sait jamais où on en est. Besoin de stabilité, c'est ça? Oui, vraiment, vraiment. Une vraie politique et s'y tenir, pas changer en permanence en fonction des aléas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi une aide, parce que, comme je l'ai dit, le ticket d'entrée il est quand même relativement élevé. Il n'y a rien de plus simple qu'un camion, et c'est bien. Moi, je n'oppose pas les modes, on a besoin de tous les modes de transport. Mais en tout cas, sur le ferroviaire, il y a quand même besoin d'un coup de pouce, en tout cas pour les investissements ou pour la partie entretien des réseaux, que nous sommes obligés de financer quand même. Donc à un moment donné, entretenir une gare, entretenir un faisceau, entretenir des voies, ça a quand même un coût. Vous aimeriez avoir des aides spécifiques pour les ITE? Oui. Arnaud? Je pense qu'on est en phase avec Pascal. Moi, j'ajouterais peut-être un point en particulier, c'est un petit peu ma marotte, sur le wagon isolé, où effectivement l'État a fléché un certain nombre d'aides vis-à-vis des entreprises ferroviaires qui réalisent du wagon isolé. Et à mon grand dam, c'est un fléchage uniquement sur les entreprises ferroviaires. À aucun moment, pour tout ou partie, même si elle était anecdotique, vers les chargeurs. Je pense que quelque part, il faut donner le signe aussi que, comme on le précise, l'investissement pour pouvoir basculer du transport, par exemple, routier vers le ferroviaire, c'est un investissement important. Et le fait de, même si c'est symbolique, d'aider un petit peu les chargeurs à faire ce pas, à sauter ce pas, pourrait être un signe effectivement positif. Valérie, est-ce que le panel d'aujourd'hui, Arnaud et Pascal, est bien représentatif de l'ensemble des chargeurs tels que vous avez pu les interroger sur ces questions-là? Ça représente en tout cas les gros utilisateurs de ces modes-là aujourd'hui.
qu'on a peut-être un peu tendance à oublier quand on parle de développer le report modal. On parle toujours d'aller conquérir des nouveaux marchés, et moi, ce qui m'apparaît très clairement dans les échanges que je peux avoir avec les chargeurs, c'est qu'on oublie comment aider ceux qui font déjà à maintenir leur flux. On a parlé de compétitivité tout à l'heure. Les marchés des entreprises changent. Donc c'est pas parce que BSH fait du report modal depuis longtemps que ses propres clients, les besoins évoluent, les enjeux économiques aussi. Donc en fait c'est un challenge tous les jours. Et c'est vraiment important de garder ces trafics socles en fait sur ces modes-là, parce que c'est là aussi qu'on gagne de la productivité, de développement de marché. Ce que vous voulez dire, c'est que rien n'est définitivement acquis, c'est que tout est réversible. Vous confirmez, Pascal ? Oui, tout à fait. Et merci d'ailleurs pour ce point, mais oui, nous attendons beaucoup quand même. Quand on pense report modal, effectivement, on pense à nouveau trafic, nouveaux clients, nouveaux chargeurs, etc. Mais ce que vous nous dites là, c'est qu'il faut déjà prendre attention à ne pas perdre des trafics par une déficience quelconque. Il faut faire les deux, en fait. Ouais. Faut faire les deux. Est-ce que vous avez une ou deux questions à poser à nos interlocuteurs ? Le format de 45 minutes passe très vite et on arrive déjà au terme du temps imparti. Est-ce que quelqu'un veut poser une question ? Alors devant, madame, s'il vous plaît, un habitué de ces séances SITL qui va se présenter. Bonjour, Éric Demangeon, journaliste. Dans les leviers d'optimisation, vous n'avez pas abordé peut-être les nouvelles technologies, et je pense à l'intelligence artificielle qu'on pourrait peut-être utiliser pour optimiser. Il y a des outils, Cumulus, qui a été créé par iCargo notamment, et qui permet de constater que des flux qui n'étaient pas aujourd'hui éligibles aux ferroviaires le sont. Donc j'aurais voulu connaître votre avis sur comment vous utilisez ces nouvelles technos dans votre exploitation. Y compris pour les transports en wagon isolé, pour arriver à mutualiser un certain nombre de choses. Arnaud ? Alors aujourd'hui, la partie mutualisation sur un wagon isolé, au moins pour la partie ArcelorMittal, on utilise la totalité de la capacité du wagon, donc on ne va pas pouvoir réellement mutualiser. Par contre, ça c'est effectivement pour moi une des attentes que l'on a vis-à-vis de nos transporteurs. Et si je fais un petit focus en particulier sur Exafret, avec qui on travaille quand même beaucoup, on est très demandeur de ce qu'on appelle un ETA, donc une date d'arrivée probable de nos wagons à destination. Et ce que je peux savoir, c'est qu'effectivement, ils ont développé un outil basé sur l'IA pour effectivement essayer de nous donner des dates d'arrivée probables. Et de notre côté, puisque on vient de le mettre en place, on a mis en place les outils nous permettant de mesurer la fiabilité de ce qui nous donne comme ETA, et surtout d'avoir la distinction entre un ETA qui serait un ETA calculé par une méthode entre guillemets classique, et puis les ETA qui peuvent calculer via IA. Mais aujourd'hui, en toute honnêteté, pour ma part, il n'y a pas d'outils réellement en interne à ArcelorMittal. Pascal ? Oui, c'est exactement le même constat. Cette partie-là, IA et traçabilité, est gérée en fait par notre opérateur ferroviaire, donc par la Deutsche Bahn. Mais pas nous en direct, en tout cas. Merci Éric pour cette question. Une dernière, peut-être ? Monsieur à droite. Mesdames, Messieurs, bonjour. Sogestran, Alain Mallet-Vernet. Je suis également président de la commission fluviale au GNTC. J'ai d'autres fonctions. Et donc, quand on parle de report modal, c'est vrai qu'on peut tout aborder, mais je dirais qu'il y en a plusieurs. Il y a celui qui va faire du train complet, il y a celui qui va faire du wagon isolé, et puis il y a celui qui va utiliser ce que je vais appeler des entreprises de groupage ferroviaire et fluvial dans le domaine de la caisse mobile et du conteneur maritime. Ce que vous avez dit est très juste. Il y a une philosophie à avoir au départ. C'est pas très compliqué, faire du report modal. Il n'y a pas besoin d'une compétence énorme. Il y a des professionnels qui sont là pour ça. Par contre, on va avoir besoin de réflexion. Donc déjà, le tuyau d'entrée
c'est cette réflexion de remise en cause de ces volumes. Et ensuite, comment je vais pouvoir les aborder et avec qui. Une fois qu'on a passé le premier cap, le deuxième sera très simple. Par contre, je vais me mettre un peu en faux sur un élément. Il n'y a pas de saturation. Aujourd'hui, les moyens ferroviaires, caisses mobiles et moyens fluviaux ne sont pas saturés. Alors je m'explique. On peut étendre le service, on peut augmenter la capacité. Ça sera un peu plus long en ferroviaire, effectivement. En fait, l'offre, elle va s'adapter à la demande. Et aujourd'hui, on sent chez l'ensemble des opérateurs quand même un frein à ce niveau-là. Et donc, s'il n'y a pas de demande, on ne va pas aller au-delà. On ne va pas créer des besoins, on va pas créer... c'est les chargeurs qui vont décider ce qu'ils vont faire. Donc dans le report modal, il y a effectivement tous ces volets à traiter et tous ne répondent pas aux mêmes conséquences ou aux mêmes besoins. Et juste pour comprendre votre remarque, vous dites qu'il n'y a pas de saturation des moyens, c'est-à-dire des wagons, etc. Alors je pense que vous parliez de saturation d'infrastructure peut-être ? Vous évoquiez la saturation d'infrastructure aussi ou pas ? Sur la partie ferroviaire, il y a effectivement les sillons qui sont nécessaires, ça c'est certain. Sur la partie fluviale, les moyens, on peut les avoir, il n'y a pas de saturation du réseau. Mais aujourd'hui, je pense que si le volume demandé, nécessaire, et qu'il y ait une garantie derrière, parce que ça en fait, ce sont des opérateurs. Les opérateurs prennent un risque. Ce sont des gens qui prennent des risques en s'engageant sur des sillons, sur des locomotives, sur des bateaux, sur des rotations régulières. Donc ce risque-là, il va être tempéré effectivement. Et aujourd'hui, quand je dis on n'a pas saturation, il y a des bateaux et des trains qui sont pleins, mais il y en a d'autres qui circulent qui ne sont pas pleins. C'est très clair. Une réaction, Arnaud ? Oui, j'allais dire, effectivement, je suis à la fois d'accord et pas complètement. Le vrai souci, c'est, je rejoins la remarque, c'est la capacité à pouvoir s'engager sur une durée suffisante pour qu'effectivement les moyens se disponibilisent. Et ça, aujourd'hui, ce qui était vrai en termes de planification pluriannuelle il y a quelques années, n'existe plus aujourd'hui. Alors je pense qu'effectivement dans la grande distribution c'est très clairement, mais même dans un process sidérurgique aujourd'hui, notre visibilité en termes par exemple de profondeur de carnet de commandes, ça s'est réduit de plusieurs mois à quelques semaines. Donc vous pouvez bien imaginer qu'aujourd'hui prendre des engagements sur j'ai besoin d'un train supplémentaire sur dès par exemple la fin du deuxième trimestre et ce jusqu'à la fin de l'année. Aujourd'hui, je n'ai pas cette visibilité-là. Et je peux comprendre aussi que nos opérateurs et donc nos fournisseurs ne soient pas en mesure d'assumer ce risque. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il faut que le système soit beaucoup plus agile pour répondre à nos besoins. Ça me permet de faire un teasing pour les 2 prochaines tables rondes où on abordera justement cette question de la coopération, de la souplesse et un changement de process justement pour essayer de s'adapter à ces nouvelles donnes. Merci à tous les 4. Merci Pascal, la voix a tenu. La voix VOIX, la voix a tenu. Merci beaucoup. Merci beaucoup Arnaud. Merci à toutes les 2. Int, le baromètre, il sort quand exactement ? Il sera publié en mai, il sera disponible sur le site de l'AUTF et d'Eurogroupe Consulting. Voilà, le rendez-vous est pris. Merci à vous tous. Et puis je vous encourage dans un quart d'heure à rester pour la 2e des 3 tables rondes de ce Multimodal Day. Merci beaucoup. Listen. Oh, we're riding high, wild and free, dancing in the shadows, you and me. Feel the heat rise like a fever pitch. One of these days I'll flick the switch. Got that rhythm when the sparks will glow. Time moves fast and we need to go slow down and sink again. Listen.